Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Gouvernement provisoire, relever la République après l'occupation. Au moment où Georges Bidault, compagnon de la Libération, président du Conseil national de la Résistance, le CNR, presse le général de Gaulle à proclamer la République, le général répond « La République n'a jamais cessé d'être ». La France libre, la France combattante, le Comité français de la Libération nationale l'ont tour à tour incorporé. Vichy fut toujours et demeure nul et non avenu. Moi-même, je suis le président du gouvernement de la République. Pourquoi irais-je la proclamer ? Après l'occupation et le régime du maréchal Pétain, quel gouvernement pour la France sur un territoire peu à peu libéré, sans oublier que le premier département libéré, c'est la Corse dès octobre 1943. La libération de la Corse. Le 6 octobre 1943, dans tout l'Empire français, les drapeaux ont flotté sur les villes pavoisées pour fêter la libération du premier département français, d'où les nazis d'Hitler ont été chassés par les soldats français de l'armée française. L'histoire dira un jour les misères, les deuils, mais aussi la volonté de la population corse entre juin 1940 et octobre 1943. Archives d'octobre 1943 sur la BBC, évidemment, qui évoque la libération de la Corse, ce long processus de libération. Bonjour Fabrice Grenard. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons avec vous discuter de ce gouvernement provisoire, mais là encore, nous sommes, j'utilise ce mot de nouveau, sur un processus. C'est un mouvement long qui doit prendre en compte le temps de la guerre, celui de l'occupation. Oui, je dirais même que ça commence presque dès le 10 juin 1940, puisque De Gaulle cherche à incarner, à travers son discours, une France qui va continuer la lutte aux côtés des Alliés. Donc il pense déjà forcément pouvoir un jour gagner la guerre. Et une fois que la France sera libérée, il faudra bien sûr pouvoir reconstruire et restaurer un pouvoir. Fabrice Grenard, vous êtes historien, directeur scientifique de la Fondation de la Résistance, l'auteur d'ouvrages sur ce moment très particulier, notamment sur la Résistance avec votre biographie de Jean Moulin, Le héros oublié, ou encore ces réflexions sur ce temps difficile lié aux questions de ravitaillement, parce que il y a tout cela qui entre en compte quand on réfléchit au gouvernement. C'est symbolique, la continuité de la République et puis après, c'est très concret, c'est comment faire pour que les gens continuent simplement à vivre ou survivre. Oui, je pense qu'on le verra tout au long de l'émission. Il y a vraiment deux niveaux, deux niveaux à prendre en compte. Il y a la question du rétablissement d'un pouvoir, d'un pouvoir républicain, puisque dès 1942, le général de Gaulle s'est engagé auprès des mouvements de résistance avec sa déclaration mouvement à rétablir la démocratie et la République. Mais il y a aussi un certain nombre de questions urgentes qui vont se poser à ce nouveau pouvoir. Effectivement, le ravitaillement de la population, terminer la guerre aussi, puisqu'on le sait, le débarquement qui marque le début de la bataille et de la libération des premiers territoires en France, c'est le 6 juin. Mais il faudra attendre la fin de la guerre, le 8 mai, pour que l'ensemble du territoire soit libéré, avec la fin des poches de l'Atlantique. Et puis vont se poser tout un nombre de problèmes, comme celui de l'épuration, celui du retour des prisonniers, des déportés. Et c'est aussi ça qui attend le gouvernement provisoire. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Claire Andrieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à Sciences Po Paris, présidente du comité historique et pédagogique de la Fondation de la Résistance. Dites-nous, la réflexion sur l'après-guerre commence dès le début de la guerre, donc on le disait, dès juin 1940. Oui, aussi bien d'ailleurs dans la clandestinité que à Londres. Dans la clandestinité, il y a toutes sortes de manifestes dès 1941 sur la manière dont il va falloir reconstruire la France. Et à Londres, De Gaulle a mis en place des commissions qui produisent un travail qui ne sera pas définitif, mais qui sera repris à l'Assemblée consultative d'Alger à partir du moment où De Gaulle l'a réuni en novembre 1943. Donc c'est un processus long et qui, à partir de 1943, engage des hauts fonctionnaires présents à Londres et puis à Alger qui préparent très en détail la libération. Et c'est un aspect très important parce que sinon, l'indépendance de la France qui était en question, puisque les Alliés voulaient bien libérer la France, mais sous leur coupe, l'indépendance de la France n'aurait pas été si vite rétablie.
Oui, parce que ce mot de processus, on sent qu'on va l'utiliser, c'est des enjeux qui dépassent simplement des questions philosophiques ou politique. On a ici vraiment, et pour le général de Gaulle, tout l'aspect militaire qui est sa préoccupation évidente, mais également cet aspect de lutte et de puissance avec les Alliés. Claire Andrieux, quand vous nous dites que les Alliés envisagent un gouvernement pour la France, est-ce que cette idée que la France, une fois libérée, puisse être mise sous la coupe, notamment des États-Unis, c'est quelque chose qui est une idée vraie ? Oui, c'est avéré. Les Alliés avaient ce projet qu'on appelle l'AMGOT, le Light Military Government of Occupied Territories. Et cet AMGOT a été mis en place en Italie. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les grandes réformes de structure que la France a pu réaliser à la Libération n'ont pas pu l'être en Italie, parce que la Libération se faisait sous autorité alliée. Ce n'est qu'une des raisons, il y en a d'autres. Mais c'est un facteur important. Si l'on essaye de comprendre cet énorme train de réformes qui s'est déroulé de l'automne 44 à l'été 46, donc pendant près de 2 ans, si on veut le comprendre, il faut comprendre que la souveraineté de la France avait été rétablie dès 44. C'est très important de le rappeler avec ce qui se passe à Londres ou à Alger, et puis ce qui se passe à l'intérieur de la France, c'est-à-dire dans cette résistance intérieure. Fabrice Grenard, c'est ici plusieurs voies possibles pour offrir à la France un gouvernement. Il y a ce qui se passe à Londres, il y a ce qui se passe dans la résistance intérieure. Comment s'échangent ces différents réseaux ? Alors là, il faut repartir au début de la résistance, notamment de la résistance intérieure, et on n'insistera jamais assez sur le fait que les premiers résistants ont un objectif commun, bien sûr, c'est libérer le pays, lutter contre l'occupation du territoire par le Reich, mais ils ne sont pas du tout d'accord sur ce qu'il faudra faire ensuite. Vous avez même parmi les premiers résistants, des gens comme Henri Freinet ou François de Menthon, qui trouvent plutôt bien ce que fait le maréchal Pétain, non pas la politique de collaboration, bien sûr, ils sont totalement opposés, mais sur le plan intérieur avec la Révolution nationale. Et ils soutiennent cette politique. À l'inverse, vous avez d'autres résistants qui, très vite, souhaitent rétablir la République et la démocratie. Et petit à petit, en fait, d'abord, les cartes vont tomber. Les illusions autour de Vichy vont assez vite disparaître parce que le régime s'enfonce de plus en plus dans la libération. Et à partir de l'année 42 et surtout de l'année 43, une forme d'unité de la résistance va se créer avec un consensus qui se met en place autour d'une restauration de la République et de la démocratie et autour aussi de l'autorité suprême de cette résistance qui est le général de Gaulle. Puisque le Conseil national de la résistance, institué en juin 1943, qui permet d'unir la résistance intérieure, ne reconnaît qu'un seul chef, le général de Gaulle. C'est très important, alors que à la même période à Alger, c'est plutôt le général Giraud qui est à la faveur des Alliés. Claire Andrieux, ce combat-là, c'est un combat qui est passionnant, bien sûr, à voir, ces rapports de force différents entre le Conseil national de la résistance, le CNR, dès 1943, et puis ce qui se passe là où se place la France libre, c'est-à-dire à Londres ou encore à Alger. Comment ça se construit ici, la réflexion sur un gouvernement qui se met en place ? Parce qu'à Alger, il se passe des choses aussi. Vous avez un comité français de la libération nationale. Ça va de pair avec le Conseil national de la résistance ? Alors, ça ne peut pas aller complètement de pair pour des raisons pratiques, c'est-à-dire que les liaisons sont très mauvaises. Que, pour vous donner un exemple, l'ordonnance prise à Alger sur l'organisation des pouvoirs publics en France à la Libération, cette ordonnance du 21 avril, elle n'est connue par le Conseil national de la résistance qu'au début du mois d'août. Donc, entre-temps, il y a des bribes de communication, ce qui font que les deux institutions, disons Alger et Paris résistant, ne divergent pas, mais la convergence est parfois délicate, pour une simple raison matérielle. Ensuite, il y a une rivalité entre le Conseil national de la résistance et le CFLN, qui tient au fait que le CNR étant sur place, tente à se poser en exécutif de la résistance. Ce qui ne peut pas vraiment être, puisqu'il n'a pas les liaisons radio. Mais il y a cette tendance du CNR à se considérer comme souverain. Ce qu'il ne sera en fait finalement que quelques jours du 19 août
au moment du lancement de l'insurrection, jusqu'au 25 août, au moment où De Gaulle arrive à Paris. Et dans cette phase-là, le CNR est en effet souverain. Et sinon, il y a un partage des tâches qui se fait de manière un peu, disons, cas un cas, mais qui se fait tout de même sans rupture des relations, sans cassure grave. Et cela est facilité par deux facteurs. Premièrement, le CNR n'est pas une monade isolée. Le CNR est constamment assisté par un représentant de De Gaulle à Paris. Un représentant et son équipe. Et pour la fin 44, c'est Alexandre Parodi qui essaye de concilier ce qui ressemble souvent à des contraires. Et au sein même du CNR, il y a deux personnalités conciliatrices. Il y a Georges Bidault qui préside et il y a Louis Saillant. Louis Saillant représente la CGT et Georges Bidault représente les démocrates populaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les démocrates chrétiens. Il y a donc des forces de compromis en place et je dirais qu'à un cas, le compromis tient bon, sauf pendant quelques heures au moment où une partie du CNR décide la trêve à Paris au moment de la libération. Oui. Et l'autre partie du CNR est contre. Mais au bout de 24 heures, l'entente se fait pour la reprise des combats. Le CNR, le Conseil national de la résistance, souverain quelques jours, nous dit Claire Andrieux, à l'été 1944, au moment de la libération de Paris. Fabrice Grenard, oui, ici, ce sont des mondes qui essayent, et moi j'aime bien de mettre en place ce côté très pratique, qui essayent de communiquer. Il faut replacer tout cela dans le contexte, ce n'est pas facile. Comment s'organise en fait la relation entre ce Conseil national de la résistance et puis ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire la France libre, avec ces relations sans cesse, malgré tout. Il y a l'idée que un gouvernement peut être mis en place en parallèle du gouvernement de Vichy. Mais quel est-il ? Est-ce que c'est plutôt le CNR ou est-ce que c'est plutôt ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire le Comité français de la libération nationale, le CFLN ? Effectivement, il y avait un risque qu'on a pu constater dans d'autres pays européens. C'est en fait une concurrence des pouvoirs, avec un pouvoir constitué à Londres, aux côtés des Alliés, c'est le général de Gaulle, et un pouvoir constitué au sein de la résistance intérieure, dans la clandestinité, c'est le CNR. Et il aurait pu, à la libération, y avoir ces deux pouvoirs concurrents, revendiquant chacun l'exercice du pouvoir. Et c'est là que va intervenir un acteur déterminant, c'est bien sûr Jean Moulin. Jean Moulin, qui rencontre pour la première fois le général de Gaulle à Londres en octobre 1941. De Gaulle est séduit par cet ancien préfet, ce haut fonctionnaire, qui connaît la résistance en zone sud, puisqu'il a pu rencontrer un certain nombre de chefs comme Henri Freinet. Et il décide donc de le nommer comme son délégué en France, d'abord en zone sud, et puis ensuite il sera délégué du général de Gaulle pour toute la France, avec une mission qui est celle d'unir la résistance intérieure dans toutes ses composantes et de la placer sous la seule autorité du général de Gaulle, pour finalement que, voyez, ce conflit latent se résolve. Et Jean Moulin va parfaitement remplir sa mission, même si ça a été très dur, très compliqué, parce qu'il faudra convaincre notamment les chefs de mouvement qui s'estimaient à peu près aussi légitimes que le général de Gaulle pour incarner à eux seuls la résistance. Voilà, il faudra les convaincre de se placer derrière de Gaulle, de se placer derrière Londres. Mais Jean Moulin va réussir cela, et surtout, il va instaurer une institution qui va être déterminante. Claire Andrieux en a déjà dit un mot tout à l'heure, c'est la délégation générale. La délégation générale, c'est en fait ce qui va faire le lien entre le CNR et la résistance extérieure, qui devient donc le CFLN à partir de juin 1943. Jean Moulin est arrêté à Caluire quelques semaines après la première réunion du CNR, mais la délégation générale, elle va se maintenir, va se développer, et effectivement, elle est incarnée au moment de la libération par deux personnages, Alexandre Parodi, donc haut fonctionnaire, qui a plutôt une mission politique, et Jacques Chaban-Delmas, qui lui est une sorte de délégué militaire. Au moment de la libération, en août 1944, il y a toujours un gouvernement, en tout cas reconnu par les Allemands. C'est celui du maréchal Pétain, sauf que le maréchal est enlevé. Garde, vous étiez de faction devant la porte de l'appartement du maréchal au moment où les Allemands se sont présentés. Oui, nous étions trois juste devant la porte du maréchal, un chef et nous étions deux gardes.
avec mission de ne laisser entrer personne, de ne pas nous déplacer en aucun cas. Et les Allemands, comment deviez-vous les recevoir? Nous avions ordre de ne pas employer les armes, parce que le maréchal ne voulait pas qu'il y ait de sang ni de parc ne soit minier à sang lié à feu. Bon, alors comment avez-vous vu la scène, vous? Eh bien, j'étais juste au ras de la porte, lorsque les Allemands sont amenés avec des bruits de vitres et tout ce qui s'ensuit, en brisant les grilles. Oui, ils avaient déjà forcé les grilles. D'accès. Et lorsqu'ils sont arrivés, nous ne bougions pas, mais comme ils étaient armés, le colonel nous a fait déplacer pour laisser passer les Allemands qui voulaient à tout prix passer. D'un coup de botte, un Allemand a enfoncé la porte et les glaces sont tombées. La première baie vitrée. La première baie vitrée, oui. Alors, le maréchal est encore resté 1 heure environ chez lui, et quand il est sorti, qu'est-ce qu'il vous a dit? Et le maréchal nous a fait un petit signe amical et il avait l'air très peiné. Et il a fait ses adieux à tout le monde. Et Madame la maréchale? Madame la maréchale est venue nous serrer la main et nous a dit en pleurant à moitié « Adieu les gardes ». Et nous aussi, nous avons été obligés de pleurer parce que c'était tellement émouvant. Témoignage étonnant du 20 août 1944 d'un garde du maréchal Pétain au moment où le maréchal est enlevé par les Allemands pour être conduit en Allemagne à Sigmaringen, avec à ce moment-là, on va dire une vacance. Il n'y a plus Vichy, mais en tout cas il y a des propositions, Claire Andrieux, à côté. Alors dans ces propositions, ça y est, il y a un gouvernement provisoire depuis seulement quelques mois. Le Comité français de la libération nationale s'est transformé en gouvernement provisoire au mois de juin. Oui, le 3 juin, De Gaulle a pensé qu'il pouvait adopter ce terme dans la mesure où il avait été soutenu, reconnu par l'Assemblée consultative et dans la mesure où la libération du territoire approchait dangereusement, parce que quand on est au 3 juin, c'est 3 jours avant le 6. Même si De Gaulle n'était pas au courant de la date précise du débarquement, il savait que ça était imminent et donc il était important de marquer l'indépendance de la France. La France disposait d'un véritable gouvernement, provisoire certes, mais quand même, et pas seulement d'un comité. Pour De Gaulle, ce mot de gouvernement était essentiel. Mais c'est important, c'est un gouvernement, c'est-à-dire que le mot, même s'il y a ce provisoire derrière qui appelle d'ailleurs à une réflexion sur le futur, ce mot de gouvernement, c'est une proposition. Il n'y a pas de vacances de pouvoir, en tout cas, les Alliés savent à qui s'adresser. Dites-nous, Fabrice Grenard, c'est en cela que, en juin 1944, le général de Gaulle met en place ce gouvernement provisoire de la République française. On l'a dit tout à l'heure, dans son esprit, la République ne disparaît jamais, elle est en continuité. Mais là, maintenant, voilà, il y a des institutions qui peuvent rebâtir le pays. Oui, si vous voulez, il y a 3 enjeux. Il y a effectivement le problème des Américains avec l'AMGOT dont on a déjà parlé, mais j'en redirai un mot. Il y a le problème de Vichy, qui a quand même incarné le pouvoir depuis 1940, mais bien sûr qui n'est pas légitime du fait de la politique de collaboration. Et il y a le problème d'une possible insurrection nationale qui pourrait vriller en révolution, si vous voulez. Voilà, c'est un petit peu les 3 questions qui se posent au moment de la libération, d'où cette volonté du général de Gaulle, effectivement, de rétablir l'État, et d'où cette expression de gouvernement. Alors, les choses vont bien se passer, en fait, pour 3 raisons, parce que si de Gaulle a des craintes, ces craintes sont quand même un petit peu fantasmées. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Bien sûr, il y a eu le projet de l'AMGOT. Au début de l'année 44, les Américains ont pensé placer la France, comme ils le feront en Italie, sous administration alliée. Mais en même temps, les Américains sont des pragmatiques. Qui ont aussi ce principe dit des autorités locales. Si sur place, il y a des autorités locales qui fonctionnent et qui peuvent prendre un petit peu le boulot du quotidien, c'est-à-dire gérer le ravitaillement, gérer tous les problèmes du quotidien et permettre aux Américains de ne pas le faire, eh bien, ils y sont plutôt favorables. Voilà. Donc, en fait, dès juin 44, finalement, le projet de l'AMGOT va assez vite disparaître. Ensuite, Vichy, je dirais que au fur et à mesure où les Alliés avancent et où sur les pas des Alliés, eh bien, les représentants du nouveau pouvoir arrivent, le régime de Vichy va s'effondrer comme un château de cartes. Les préfets, les sous-préfets vont laisser la place aux nouveaux représentants du gouvernement provisoire. Pétain n'est plus là à partir du 20 août. Laval a quitté Paris le 16 août. C'est-à-dire que Vichy n'est plus là. Et ça, c'est vraiment important parce que
la France ne connaîtra pas une situation de guerre civile. Parfois, on caractérise un petit peu l'été 44, c'est un raccourci, comme un moment de guerre civile. Mais il n'y a pas de guerre civile. Une guerre civile, c'est quand vous avez deux pouvoirs au sein d'un même État qui s'opposent entre eux. C'était le cas en Italie, par exemple, avec la République de Salo et avec le Comité de libération nationale. Et ça dure jusqu'en avril 1945 et l'exécution de Mussolini. En France, il n'y a pas de guerre civile puisqu'il y a un pouvoir qui remplace un autre, en fait. Vous voyez ? Donc, il y aura bien effectivement des combats un peu fratricides entre miliciens, maquisards, etc. Mais pas de situation de guerre civile au sens large du terme. Et puis, la question de l'insurrection, qui était susceptible de vriller en révolution, notamment si les communistes avaient voulu profiter du contexte de la libération pour s'emparer du pouvoir. Là aussi, les historiens ont montré que il peut bien sûr y avoir cette crainte de la part du général de Gaulle, mais c'est une crainte un peu fantasmée parce que l'appareil du parti, la direction du Parti communiste, a reçu comme consigne de la part de Staline de jouer la carte de l'unité nationale. Voilà. L'unité nationale, c'est-à-dire on ne fera pas la révolution en France. Avec ici une idée qui correspond au désir du général de Gaulle d'unité. On évoque ce gouvernement provisoire de la République française, Claire Andrieux, avec un programme. Enfin, c'est celui du CNR, les Jours heureux. Est-ce que l'on peut dire que à l'été 1944, il y a un gouvernement globalement reconnu par tout le monde, avec même les communistes qui sont prêts à l'accepter, et puis ce programme du CNR? Oui, mais peut-être pas exactement de la façon dont vous le dites. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement provisoire de la République française formé à Alger, avec l'appui de l'Assemblée consultative provisoire, laquelle a déjà exprimé des volontés convergentes avec celles du programme du CNR. Et à la tête donc du gouvernement, on a De Gaulle qui lui-même, dans son style très particulier, qui ne relève d'aucune famille politique, dans son style, disons, un peu grand siècle, a exprimé la volonté que l'État dirige l'économie et, selon son expression, que la sécurité sociale et la sécurité nationale du pays ne soient pas dissociées. Donc, il y a déjà d'Alger une convergence, et la convergence avec le programme du CNR, de ce point de vue, elle est réalisée à la Libération. Le programme du CNR n'avait pas été très diffusé sous l'occupation, mais il est connu et célébré dès la Libération par le CNR lui-même, et De Gaulle ne le renie pas, ce programme. En revanche, il ne l'entéreigne pas nommément. Donc il ne se lie pas à ce programme, mais son langage va dans la même direction. Et on peut donc parler d'un consensus réformateur très large qui a porté les gouvernements de la Libération jusqu'en 1946. Et ce consensus vient de la résistance. Je pose même l'hypothèse que dans la résistance, du fait de son organisation pluraliste qui avait été voulue par Jean Moulin et le général de Gaulle, du fait de cette organisation pluraliste, les partenaires politiques se sont quelque peu adaptés les uns aux autres. On peut parler d'acculturation politique qui a favorisé le consensus à la Libération, et ce qui, à mon avis, explique l'ampleur des réformes, parce que si on regarde l'Europe, la France est le pays qui a procédé à le plus important lot de réformes. Des nationalisations, des comités d'entreprise, la planification et la sécurité sociale. Et dès septembre... Ces réformes. Pardon, oui. Allez-y, Claire Andrieux. Ça commence tout de suite, dès l'automne 1944. La première nationalisation des houillères, cela concerne le Nord et le Pas-de-Calais, c'est décembre 1944. Et donc ça commence tout à fait sous De Gaulle, ce n'est pas après De Gaulle, c'est pendant De Gaulle. Il y a déjà une dizaine de nationalisations à l'automne 44-45, les houillères du Pas-de-Calais, Renault, les comités d'entreprise et les transports aériens. Et la sécurité sociale, c'est octobre 45, encore du temps du gouvernement provisoire. On peut parler de la nationalisation des banques. Le plan, c'est janvier 46, toujours avec De Gaulle. Et EDF-GDF était en préparation quand De Gaulle a décidé de démissionner en janvier 46. Et ensuite, les réformes ont été élargies par le gouvernement provisoire suivant.
en ce qui concerne la sécurité sociale, en ce qui concerne les nationalisations. Cet ensemble de réformes n'est pas original à l'échelle de l'Europe, mais ce qui rend la France originale, c'est l'ampleur, le nombre et la diversité. Dès septembre 1944, le général de Gaulle, dans ses discours, reflète en fait toutes ces idées que vous venez d'évoquer, Claire Andrieux. Écoutez-le, nous sommes au Palais de Chaillot le 23 septembre 1944. Le palais de Chaillot est trop petit. Aucun palais, aucun stade ne serait assez grand. Mais Paris tout entier l'écoute et l'entend, groupé autour des haut-parleurs qui vont porter la voix désormais familière à la ville tout entière, au pays et au monde. Tous les soldats de France font partie intégrante de l'armée française, laquelle n'appartient qu'à la France et doit être, comme la France, une et indivisible. À la base de son activité nationale, nous dirons qu'elle entend faire en sorte que tout en donnant à chacun le maximum possible de liberté et en encourageant dans tous les domaines l'esprit d'entreprise, elle veut faire que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Voilà, les richesses nationales partent pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. C'est le général de Gaulle. Le 12 septembre 1944, Claire Andrieux, c'est ça ? Au Palais de Chaillot. C'est encore plus tôt que vous ne le dites, c'est le 12 septembre. Et le 12 septembre à Chaillot, le discours est retransmis sur la place du Trocadéro, où il y a une foule notable. Et cette réunion a lieu en fait à la demande de De Gaulle, et c'est le CNR qui invite De Gaulle. Mais pour en quelque sorte reprendre la main, le CNR le 7 octobre organise de son côté une autre réunion similaire, alors sans De Gaulle, au Veldiv, où les différents membres du CNR font part de leur prise de position politique, qui, pour certains d'entre eux, déjà, ont changé. Il est notable de voir que les politiques peuvent évoluer et il y a une radicalisation du discours du CNR en octobre 1944 face à De Gaulle, parce que le CNR est en train de perdre la main et il s'en aperçoit. Oui, c'est ce mouvement de tension. L'archive a été diffusée le 23 septembre 1944, d'où le décalage, mais c'est toujours bien d'avoir une excellente historienne qui peut comme ça connaître les dates des discours. Fabrice Grenard, dans le discours du général de Gaulle au Palais de Chaillot à Paris, on entend bien aussi ce une et indivisible, cette France qui doit être unie. Et ça correspond à cette idée qui peut rassembler au maximum les mouvements, mais les tensions sont quand même là au moment de la libération en septembre 1944 entre le Conseil national de la résistance, toujours bien présent, et puis ce gouvernement provisoire de la République française. Nous connaissons la suite des événements, mais dans la rapidité de la chronologie de cette libération, c'est pas sûr de connaître la voie vers laquelle va aller la France. Oui, je dirais que au sommet de l'État, les tensions et les oppositions vont quand même se résolver de façon assez rapide. Effectivement, il y a cette volonté de Gaulle d'incarner l'unité. Et surtout, pour De Gaulle, la résistance, c'est déjà du passé. C'est une formule qu'il a auprès de Jacques Leconte-Boisnet. Jacques Leconte-Boisnet est secrétaire général du ministère des Transports publics, donc il fait un peu office de ministre par intérim au moment de la libération de Paris, avant l'arrivée des ministres d'Alger. Leconte-Boisnet note dans son journal que De Gaulle lui dit voilà, la résistance, c'est du passé en fait. La résistance, c'est déjà de l'histoire. Maintenant, il y a la question de la nation. Et la résistance doit s'intégrer dans la nation. On voit bien que, du coup, pour De Gaulle, le CNR, la résistance, c'est du passé. Mais c'est au niveau local, peut-être, que les choses vont être un peu plus compliquées. Parce que là, il faut vraiment insister sur le contexte même de la libération. Vous avez des régions qui sont libérées par les Alliés. Tout l'Ouest, voyez, ensuite le couloir rhodanien après le débarquement de Provence. Et là, les autorités nouvelles du GPRF
les préfets, les commissaires de la République arrivent vraiment sur le talon des alliés et rétablissent tout de suite l'autorité de l'État. Mais vous avez un certain nombre de régions qui vont s'auto-libérer en absence des alliés, notamment en août 1944, à partir du moment où les Allemands commencent leur retraite. C'est le cas, par exemple, de tout le sud-ouest. Limoges, Toulouse, Brive sont des villes qui s'auto-libèrent. Et là, les préfets du GPRF, les commissaires de la République, au moment de la libération, ne sont pas en place. Et ils ne vont parfois arriver que 2-3 semaines plus tard. Et donc, ce sont les autorités issues de la résistance locale, notamment les comités départementaux et comités locaux de la libération, qui vont incarner le pouvoir et qui vont même incarner un pouvoir finalement assez fort, assez dur parfois, notamment sur le plan de l'épuration, pendant 2-3 semaines. Et évidemment, ils auront beaucoup de mal ensuite à remettre ce pouvoir à un préfet, un commissaire de la République qu'ils ne connaissent pas forcément et qui leur est imposé par le GPRF. Oui, le gouvernement provisoire de la République française, avec la figure, vous l'avez évoqué, Fabrice Grenard, de Jacques-Lecomte-Boinet, résistant évident et un des grands noms de la résistance, qui, en 1944, et là nous sommes en novembre, évoque la nécessité de maintenir l'ordre. N'avons-nous pas réalisé là la véritable fusion de toutes les classes qui ont fourni au creuset commun leurs individus les meilleurs, tous ces hommes sans uniforme qui se déclarèrent prêts au suprême sacrifice pour la grandeur de la France. C'est là que réside la révolution, et c'est dans ce sens que nous sommes révolutionnaires. Si nous n'avions pas été là, si nous n'avions pas préparé de longs mois à l'avance au péril certains de leur vie, cette prise en charge de l'administration des mois, des jours avant le départ de l'ennemi. Imaginez-vous ce qui serait arrivé alors, vous qui aimez tant l'ordre, si nous n'avions pas tous travaillé, communistes comme les autres, à ce maintien de l'ordre pour lequel il n'est plus besoin d'un Darnan. Claire Andrieux, quand on entend ici cette prise de parole de novembre 1944, on se replace dans l'importance de la continuité. Il y a un pays à tenir, il faut qu'il fonctionne. On peut le dire tout de suite, toutes les décisions du régime du maréchal Pétain à Vichy sont annulées. Ça y est, il y a un nouveau monde à bâtir. On annule tout, sauf ce qui permet de faire fonctionner le pays. Oui, annulé pas toujours, mais il y a une grande ordonnance sur le rétablissement de la légalité républicaine qui est publiée le 10 août au journal officiel du 10 août 1944 et qui a été entièrement rédigée à Alger, où le professeur René Cassin avait, avec son équipe, épluché 600 lois et décrets du maréchal Pétain. À cette époque, sous Vichy, le terme de loi, en fait, désignait des décrets. Donc 600 textes qui avaient été épluchés, soit pour les annuler radicalement, soit pour les modifier quand il s'agissait de textes pratiques qui avaient un intérêt général, de façon à les rendre conformes à la légalité républicaine. Donc ce travail avait permis en effet de faire redémarrer la France sur des bases déjà prédéfinies. Ce qui était très important parce qu'on pouvait craindre une espèce de transition durant laquelle aurait régné une forme d'anarchie en France. Oui. Mais là, disons que les textes étaient prêts. La nomination des préfets que Fabrice Grenard a évoquée avait été préparée. Et elle avait été préparée en accord avec le Conseil national de la résistance. Ça fait l'objet de discussions en interne. Et la France a pu redémarrer très vite, la France républicaine. D'autant plus que, comme l'a dit Fabrice Grenard, il n'y a pas eu de vacances de pouvoir et il n'y a pas eu de bagarre pour le pouvoir avec Vichy qui a disparu, qui s'est évanoui. Et ce qui montre que la légitimité de ces régimes avait déjà entièrement fondu. Et puis avec cette idée aussi que au lendemain de la libération, nous avons quand même ce gouvernement provisoire de la République française, le CNR qui est toujours là, et
pas de l'incertitude sur l'avenir, parce que on entend bien que la guerre civile, ce ne sera jamais le cas en France, à la différence de l'Italie. Malgré tout, une certaine forme d'incertitude, c'est toujours ça quand un pays n'a pas vraiment de gouvernement, mais on peut compter sur les chansonniers pour nous rassurer. 1946, que Georges Gosset chante cette chanson, toujours d'actualité aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Laurence Millet, réalisée par Anna Holweck, avec à la technique Alex Dang. Aujourd'hui, nous sommes avec un gouvernement provisoire. Gouvernement provisoire, relever la République après l'occupation. Fabrice Grenard, peut-on dire qu'en septembre, octobre 1944, au moment où le territoire n'est pas encore complètement libéré, il y a une rivalité entre le gouvernement provisoire de la République française, du général de Gaulle, et puis le Conseil national de la Résistance? Alors, peut-être des tensions encore un peu latentes, mais il y a eu quand même un geste très symbolique. C'est que le président du Conseil national de la Résistance, Georges Bidault, a quitté cette présidence pour devenir ministre des Affaires étrangères du GPRF du général de Gaulle. Donc on voit bien là que tout est fait pour restaurer effectivement l'État et jouer la carte de l'unité. Maintenant, il est vrai que le CNR va quand même vivre assez mal le fait d'être, il faut le dire, mis sur la touche à la libération. Et le CNR va tenter de continuer à exister en organisant des états généraux de la Renaissance française. Voilà. Le projet commence en décembre 1944 avec un grand congrès des CDL, des comités départementaux de la libération, qui sont l'émanation au niveau local du CNR, c'est-à-dire des instances où sont représentées les forces locales de la résistance. Donc un congrès des CDL a lieu à Paris en décembre 1944, avec pour but d'organiser ces états généraux de la Renaissance française, qui font bien sûr référence aux états généraux de 1789. Et dans toute la France, les CDL vont essayer de recueillir les aspirations, les revendications des Français. On se remet à écrire, si vous voulez, des cahiers de doléances, et avec un grand travail de restitution qui intervient en juin 1945. Donc tout ça est très intéressant sur une volonté, si vous voulez, de démocratie locale, de démocratie populaire, mais en réalité, on reste dans l'ordre du symbolique, puisque le GPRF, lui, considère que le CNR est une instance du passé, et les CDL également, et tout ça n'a qu'un rôle symbolique et consultatif. Claire Andrieuse, dans le processus qui nous intéresse, c'est un mouvement très intéressant de voir comment le Conseil national de la Résistance est mis peu à peu de côté sans être totalement effacé, et au contraire même, ce que vient de nous dire Fabrice Grenard, il correspond aux yeux du général de Gaulle au passé, mais pris en compte quand même. Enfin, c'est extrêmement subtil ce qui se passe ici. On le met de côté, mais sans le renier. Oui, tout à fait. Je voudrais rappeler, dans la situation du GPRF à la Libération, que si finalement les choses se sont passées relativement bien, les tensions étaient très fortes. Les Alliés, par exemple, n'ont reconnu De Gaulle comme chef du gouvernement qu'en octobre, le 23 octobre 1944. C'est très tard. C'est là que De Gaulle a dit qu'il était heureux que les Alliés veuillent bien appeler son gouvernement par son nom. Donc il y a des tensions très fortes, mais ça ne mène pas à des affrontements. Et en ce qui concerne le CNR, il y a, je dirais, une politique assez subtile qui consiste pour la République à installer le CNR dans un hôtel particulier rue de Varennes, donc prestigieux, et à financer ses dépenses, tout en l'intégrant progressivement dans les structures régulières de l'État, et notamment le CNR est représenté en tant que tel à l'Assemblée consultative, d'une part, et d'autre part, il est appelé à choisir pour l'Assemblée consultative les délégués de la résistance. Il a donc là un rôle important, mais qui se situe au niveau de la consultation et un peu au niveau de la proposition d'ordre législatif au sein de l'Assemblée, mais ce n'est plus un exécutif comme pendant l'été 1944, le CNR espérait peu ou prou jouer ce rôle. Oui. Mais donc il n'y a pas eu d'affrontement au sommet, il n'y a pas eu d'affrontement visible entre CNR et De Gaulle. En revanche, il y a eu des tensions et il y a eu certaines déceptions de la part de certains membres du CNR, certainement. Parce qu'il y a
l'état des choses. C'est ainsi qu'au moment de la libération se situent les différentes forces entre le gouvernement provisoire de la République, entre le CNR, entre toutes ces constructions locales, mais on a évoqué déjà les FFI. Dès le mois d'août 1944, il y a la réflexion sur comment intégrer ces forces françaises de l'intérieur à l'armée. Et puis la question se pose également pour les milices patriotiques. Au Vélodrome d'hiver, l'ambiance des journées historiques. Plus de 30 000 personnes sont venues acclamer les milices patriotiques qui reçoivent leur premier drapeau. Les décisions du Conseil national de la résistance sont exposées par Louis Saillant. Le CNR a décidé hier soir que les milices patriotiques s'appelleraient désormais garde civique républicaine. Les gardes civiques républicaines symbolisent l'esprit même de la résistance dont elles sont les plus fermes et les plus pures gardiennes. Et ainsi que le déclare le président du CNR, force d'ordre, elles seront un élément enthousiaste du relèvement national. La réunion des gardes civiques républicaines au Vélodrome d'hiver, nous étions le 10 novembre 1944. Fabrice Grenard, ces milices patriotiques, qui sont-elles ? Alors, ces milices patriotiques, elles ont été instituées dans la clandestinité et au moment de la libération. C'est un petit peu, si vous voulez, le bras armé des comités départementaux de la libération dans les départements. Voilà, ce sont des milices armées. On considère qu'elles sont plus ou moins du coup à la main des communistes, parce que dans beaucoup de CDL, les communistes sont majoritaires. Et ces milices, je dirais que sans elles, les CDL perdent beaucoup, en fait. Et la suppression des milices patriotiques, c'est un peu la grande affaire de l'automne 1944, effectivement, qui va cristalliser des tensions. Le général de Gaulle considère que ces milices n'ont pas de légitimité, n'ont pas lieu d'exister, qu'elles sont source de désordre. Au même moment, le général de Gaulle, d'ailleurs, décide d'amalgamer les FFI, les forces françaises de l'intérieur, qui étaient aussi un petit peu l'équivalent d'une armée de la résistance intérieure, décide de les intégrer, de les amalgamer dans l'armée régulière du général de Tassigny, mais c'est aussi une façon de les paralyser. Et c'est vrai que la décision de désarmer les milices patriotiques va mal passer du côté du CNR, du côté des CDL, du côté des communistes. Il va y avoir des tensions assez fortes. Mais finalement, la décision de désarmer les milices est prise en octobre. Et en novembre, revient de Moscou Maurice Thorez, grâce à une amnistie prise par le général de Gaulle, puisque Thorez avait déserté en 1939 pour rejoindre Moscou. Il avait été condamné à mort par contumace, donc grâce à une amnistie. Et surtout, juste avant de revenir en France, Maurice Thorez a eu un entretien avec Staline. Et Staline lui a bien dit ce que j'expliquais tout à l'heure. Il n'est pas question de faire une révolution en France, il faut jouer la carte de l'unité nationale. Peut-être que le Parti communiste pourra s'imposer, prendre le pouvoir, mais par les urnes, de façon légale. Voilà, on va pas faire octobre 1917, d'autant qu'il y a quand même près de 2 millions de soldats alliés en France. Donc, voilà. Et à partir du moment où Maurice Thorez revient en France, il va avoir un discours, finalement presque gaulliste, sur l'unité. Voilà. Il va appeler à l'unité, il va appeler à accepter le désarmement des milices patriotiques, il va appeler aussi les ouvriers à ne pas faire grève, par exemple, à se mobiliser pour la reconstruction. Et c'est très important, cette attitude de Thorez, pour finalement, là aussi, éviter une crise majeure. Maurice Thorez, qui est secrétaire général du Parti communiste français depuis 1930, donc il connaît bien cette vie politique. Et puis évidemment, au moment où Staline est au pouvoir en URSS, et ce fonctionnement-là fait que on obéit et on réfléchit pas. Claire Andrieux, il y en a ici quelque chose d'étonnant. Dans ces mois qui nous intéressent, de la fin de l'été, de l'automne 1944, c'est le général de Gaulle qui tient un discours, et vous l'avez très bien expliqué, tellement influencé par toute cette pensée née au sein de la résistance, un discours que des communistes peuvent admettre. Et puis dans le même temps, les communistes eux-mêmes qui tiennent un discours qui peut convenir, celui de l'unité, au général de Gaulle. On va pas imaginer qu'il y a une entente, parce qu'on sait bien que
tout cela, c'est impossible, et puis que les tensions sont bien présentes. Mais il se passe quelque chose dans ces mois-là, face à l'urgence aussi de reconstruire et de relever la République. Oui, tout à fait. Le retour, si vous voulez, ou plutôt la fin de l'ambiguïté qu'a pu avoir certaines décisions du Parti communiste à la Libération. La fin de l'ambiguïté, c'est le retour de Maurice Thorez, et c'est un comité central du 21 janvier 1945 dans lequel Thorez dit littéralement que maintenant le but, c'est la remise en ordre républicain. Et donc, à partir de janvier 45, il n'y a plus d'ambiguïté sur le rôle éventuel que le Parti communiste aurait pu jouer à la Libération. Et la convergence continue de jouer à plein, et c'est pourquoi les réformes ont pu être aussi importantes. Cette convergence, je dirais qu'elle tient aussi à une chance extraordinaire qu'a eue la France, c'est que sa libération a bénéficié d'une unité de temps, unité d'action, unité de lieu. C'est-à-dire que l'élan libérateur a pu se déployer, puisque la libération de la France, du territoire, s'est faite en quelques mois, et quasiment complètement. Alors, par comparaison, on peut prendre le cas de l'Italie, où la libération s'est faite sur 2 ans. C'est qui a beaucoup compliqué la jonction entre l'esprit de la résistance et l'esprit du reste du pays, notamment pour l'Italie, du sud du pays. La convergence n'a pas été marquée en Italie, comme elle l'a été en France. Et ce consensus a joué un rôle certain. On l'a oublié parce que ensuite est survenue la guerre froide, qui le rendait relativement incompréhensible. Comment les gaullistes avaient-ils pu s'entendre avec les communistes, ou les chrétiens avec les communistes, ou même les chrétiens avec les gaullistes. Et la deuxième raison pour laquelle cette entente est devenue incompréhensible, c'est que sous la Ve République, le clivage gauche-droite s'est rétabli, il était déjà rétabli, mais en tout cas il s'est prolongé. Et le général de Gaulle a suscité une opposition de plus en plus vive de la gauche. Et donc la référence au programme du CNR, par exemple, au moment du programme commun de gouvernement, en 1972, elle est à peine mentionnée. Ouais. Voilà. Donc ces 2 facteurs ont fait que la force de l'unité de la libération a été oubliée. Il faut attendre, Claire Andrieux, novembre 1945 pour que le CNR, le Conseil national de la résistance, disparaisse. Mais on sait bien son influence encore longtemps après. Oui, et là, dans la dernière séance, le 16 novembre, donc il décide qu'il ne se réunira plus. Parce que sa fonction, si vous voulez, là, n'est plus légitime du tout, puisqu'une Assemblée nationale constituante a été élue le 21 octobre. Le dualisme éventuel CNR-GPRF tombe. Donc, il y a d'ailleurs quelques membres du CNR qui sont élus à la constituante. Alors, le CNR cesse de se réunir. Il ne s'exprime qu'à de rares occasions par la suite. Et en fait, il est oublié. Et son président dans la France libérée, qui était Louis Saillant, représentant de la CGT, devient président de la Fédération syndicale mondiale qui s'installe à Prague, qui est une fédération syndicale communiste. Et par conséquent, là aussi, le destin du CNR se trouve en quelque sorte effacé par la guerre froide. Avec ce gouvernement provisoire de la République française qui est confronté, au-delà de tout ce que nous évoquons de politique, voire d'institutions, de constitution, etc., de la réalité du vécu. On a parlé du ravitaillement, il y a le retour des prisonniers, il y a le retour des déportés survivants aussi. Fabrice Grenard. Oui, c'est vraiment, ce sont des questions très, très importantes parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de ces grandes réformes de structure qui sont très importantes, du rétablissement de la République, etc. Mais pour les Français qui ont vécu ces moments, les priorités, c'est notamment pouvoir survivre, pouvoir manger. Beaucoup de Français, d'ailleurs, pensaient que la libération du pays amènerait la fin des restrictions. Parce qu'on estimait que les restrictions, c'était les conséquences de l'occupation. Mais les restrictions, c'était aussi les conséquences de la guerre. Or, la guerre, elle continue, et puis ensuite, il faudra reconstruire, et donc, le rationnement va se maintenir.
alors que beaucoup de Français avaient déchiré leur carte d'alimentation lors des journées de la libération de Paris, la libération de Lyon. Et là, il y a des déceptions aussi qui vont se développer. Ramadier, le ministre du ravitaillement au sein du gouvernement provisoire, est surnommé par l'opinion Ramadiette. Voyez. Et puis, il y a la question du retour des déportés, des prisonniers, de tous ceux qui se trouvent en Allemagne en 1944, les malgré nous aussi, plus de 2 millions de personnes. La France est le pays qui a le plus de personnes en Allemagne après l'URSS. C'est Henri Freinet, ministre des prisonniers de guerre et des déportés, qui va avoir la lourde tâche d'organiser ce retour. Là aussi, ce sont des choses qui vont être très compliquées. Il y a l'inflation qui va très vite se développer. On va mettre en place un système d'échange des billets, grande opération qui a un petit peu affolé l'opinion de l'époque parce que on a demandé aux Français d'aller donner tous leurs billets dans les banques, les bureaux de poste pour en recevoir d'autres. Voilà, le GPRF, c'est aussi bien sûr, c'est aussi tout ça. Merci vivement à tous les deux de nous avoir raconté ce moment particulier, ce gouvernement provisoire de la République française, ce Conseil national de la résistance, et puis Fabrice Grenard d'avoir remis en perspective avec les préoccupations et la réalité du vécu sur le moment même, parce que c'est passionnant. Votre Jean Moulin, le héros oublié, apparu chez Plomb. Merci vivement à vous et merci à vous Claire Andrieux. Et là, je renvoie au site internet du cours de l'histoire pour tous vos ouvrages. Le dernier Tombé du ciel, le sort des pilotes abattus en Europe. Nous avons évoqué énormément de réformes. On ne peut pas tout dire sur une seule émission, mais il y a une réforme qu'il faut évoquer, c'est évidemment le vote. Eh oui, parce que maintenant, il y a une république à mettre en place, ce sera la 4e, mais le vote, c'est celui des femmes. La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Devant les panneaux riches de sens et pauvres d'affiches, Pierre Blanchard a fait son choix. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible. Et Marie Dubas, souriante. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette. Toute la France, avec conscience, a voté. Une gentille maman. Et si, comme toute l'armée, le général ne vote pas, voici Madame Charles de Gaulle. La 4e République, a dit le général de Gaulle, sera une grande République. C'est ce sens que dégagent les élections qui marquent le triomphe des idées de la résistance, antifascisme et démocratie. Voilà, antifascisme et démocratie, c'est évidemment le vote des femmes. Donc avril 1945, mais l'archive, elle, date du mois de mai. Sur cette période si riche, il y a un dossier à explorer. Août 1944, 7 jours pour libérer Paris. Bonjour Valérie Hanin. Bonjour Xavier Mauduit. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire, avec ce dossier et les meilleurs spécialistes, encore une fois, pour explorer la libération de Paris et la complexité de ce moment. On l'a entendu aujourd'hui dans l'émission. Mais l'avantage avec l'Histoire, c'est que nous explorons tant et tant de champs à découvrir et certains nous étonnent, et notamment un faux à la vie dure. De quoi s'agit-il, Valérie ? Eh bien, c'est d'un autre anniversaire que je vais vous parler aujourd'hui parce que vous l'avez dit, notre dossier porte sur la libération de Paris. Mais il y a un anniversaire qui est passé beaucoup plus inaperçu, c'est normal aussi, mais enfin qui est pourtant une des affaires de faux les plus retentissantes de l'affaire de l'histoire de France et même on pourrait dire de la République. On n'a pas hésité à l'appeler quelquefois l'affaire Dreyfus de l'archéologie. C'est l'affaire Glosel. Ça fait 100 ans que ça dure. Une affaire qu'on pourrait dire très théâtrale puisque au fond, il y a 3 actes. Il y a un acte 1, c'est en mars 1924, il y a tout juste 100 ans, un jeune paysan de 18 ans qui s'appelle Émile Fradin, qui laboure son champ à Glosel, c'est un petit peu au sud de Vichy. Voilà, Vichy, c'est le lien, un autre lien avec notre émission d'aujourd'hui. Eh bien, Émile Fradin a une vache qui met le pied dans une fosse, et voilà que cette fosse révèle des objets assez insolites qui peuvent passer pour
antique, ancien en tout cas. Un trésor, non, mais bien mieux qu'un trésor, puisqu'au fond, l'affaire s'ébruite et que c'est le départ d'une affaire absolument retentissante. Ça intéresse l'instituteur du coin qui est un peu archéologue, qui reprend les fouilles, et puis surtout, un médecin de Vichy, il s'appelle Antonin Morlet, qui va jouer sûrement un rôle assez décisif parce que c'est lui qui va faire éclater l'affaire. D'abord, il achète le champ, il reprend les fouilles, qui se met à livrer des objets, mais par centaines, des objets de toutes sortes, hétéroclites, des pointes de flèches, des harpons qui ressemblent à des objets paléolithiques, des tablettes, des statues étranges. Enfin, on montre tout ça évidemment dans le numéro, et c'est Jean-Paul Demoule nous explique tout ça. Et bien sûr, le plus étonnant, des tablettes d'argile sur lesquelles il y a une écriture qui ressemble un peu à l'alphabet phénicien qui vient d'être décrypté. Alors là, ça donne une ampleur extraordinaire à l'affaire. Morlet alerte le Collège de France et c'est un débat au sommet qui va durer pendant les années 20 avec des gloséliens, des savants très très illustres, qui parfois se ridiculise un peu, mais ça n'est pas si simple non plus parce que ce que nous montre bien Jean-Paul Demoule, c'est que on est dans une période où la préhistoire est une science très neuve et qu'au fond, rien n'est évident. Les préhistoriens, très vite quand même, comme l'abbé Breuil, considèrent que c'est une supercherie, mais n'empêche que il y a cet enjeu, et si l'écriture avait été inventée en Auvergne il y a 15 000 ans, eh bien, ça pourrait s'arrêter là, et ça reprend dans les années 70, parce qu'on a des moyens de datation nouveaux, la thermoluminescence, et parce qu'on a la nouvelle droite qui va reprendre l'affaire et pousser l'affaire. Et c'est une affaire très politique, c'est l'enjeu. Et si l'écriture avait été inventée en France. Et ce que nous dit Jean-Paul Demoule, très sérieux préhistorien, c'est que ça n'est pas fini, qu'il y a encore des gloséliens, et qu'au fond, on a là, il le montre très bien, la manière dont la science et le faux se tressent pour créer la vraie histoire de science. C'est passionnant, Valérie Arnin. Et si l'écriture avait été inventée en Auvergne, moi j'adore l'idée, et avec Jean-Paul Demoule, l'archéologue, c'est toujours très pertinent. C'est le numéro de l'histoire. Et le dossier, le titre, c'est 7 jours pour libérer Paris. Comme ça, on le retrouve facilement en librairie. Merci vivement à vous. Merci. C'est le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon et Maïwenn Guizou. À écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.